Salut les philosophes. Alors aujourd'hui, je voulais vous partager une petite réflexion sur le pardon et la nécessité de pardonner aux autres et de se pardonner à soi-même. Du coup, aujourd'hui, la réflexion va flirter avec le christianisme, ou, pardonnez-moi cette erreur, mais également probablement avec la psychanalyse, parce que j'aime beaucoup ce mélange en fait entre ce qui décrit ce qu'on est et ce qui essaye de nous proposer ce qu'on devrait être, un devoir être. Bon, pourquoi je vais faire cette vidéo? Parce qu'aujourd'hui c'est un peu bad day et que j'ai besoin de réfléchir un peu cette notion de pardon. Donc voilà, je disais, voilà, le pardon. Pourquoi il faut réfléchir sur le pardon? Parce que bon, grosso modo, il y a deux points de vue sur le pardon, enfin trois points de vue possibles, je pense, sur le pardon. Il y aura l'idée que le pardon est un devoir, donc au sens de se sacrifier en fait en pardonnant, et du coup de là être digne de gagner son paradis en un sens ou d'être heureux. Ensuite, il y a l'idée à l'opposé que le pardon serait une faiblesse, que ce serait être entre guillemets trop bon, trop con. Et enfin, il y a un troisième point de vue qui est celui que je prône, l'idée que le pardon n'est en rien une faiblesse, c'est quelque chose qui demande beaucoup de courage, de se pardonner à soi-même, de pardonner aux autres, et que c'est une force en ça. C'est une force. Et parce que c'est pas facile, voilà, exactement, c'est pas facile. Du coup, pourquoi, à mon sens, le pardon est une force? Je vais essayer de défendre ce point de vue-là, et ce n'est ni une faiblesse, ni une marque de sacrifice. Que justement, le pardon est avant tout bénéfique à celui qui pardonne. Que ce soit le fait de se pardonner soi-même ou de pardonner autrui. Et qu'il y a vraiment une réciprocité dans le fait de se pardonner soi-même et de pardonner à autrui. C'est là où je trouve que la phrase chrétienne de « pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », elle est mais d'une puissance mais monstrueuse. Là ils ont mis le doigt sur un truc mais absolument merveilleux, la réciprocité de la nécessité de pardonner à soi-même et de pardonner aux autres. Pourquoi se pardonner à soi-même? Parce que il y a une corrélation entre le fait de se sentir mal et le fait de faire du mal, à mon sens. Quelqu'un qui fait du mal, c'est souvent quelqu'un qui souffre. Et on fait du mal à mesure qu'on souffre et qu'on est perdu. Et en ce sens, le mal, ce serait un manque, ce serait à la fois une ignorance de comment faire pour aller mieux, et le fait, voilà, et ce serait aussi une chose... ça aurait aussi une dimension positive, au sens où c'est le fait que le mal existe, quelqu'un qui souffre, la souffrance c'est quelque chose, hein, si je poignarde quelqu'un, bref, et qu'il a mal, c'est pas rien ce qu'il éprouve, voilà, et en ce sens-là, je pense que l'idée, en fait, l'allégorie, je sais pas si c'est une allégorie ou si c'est un fait, hein, je suis pas encore morte, donc je saurai plus tard. Mais l'idée, voilà, qu'il y aurait un Satan sur Terre, ça symbolise aussi cette positivité du mal. L'idée que voilà, le mal, c'est aussi quelque chose qui existe. C'est pas juste un degré une perte de perfection dans l'être. En tout cas, c'est l'interprétation que moi j'en donne. Donc voilà, donc le mal, c'est avant tout, ça prend la source dans quelque chose de positif, le fait de souffrir. Et donc, quelqu'un qui va énormément se culpabiliser ou penser être quelqu'un de mauvais, on va souvent avoir ce mécanisme derrière de défense où les individus vont projeter leur propre complexe sur le monde, et ça va donner une vision du monde où les gens ils sont bêtes, le monde va mal, il y a une forme de mécanisme de victimisation pour se défendre contre ça. Bon, entre autres, hein, je pense qu'il n'y a pas que ça, mais ça peut faire partie des choses qu'on peut remarquer. Or, voilà, de là, la nécessité déjà, voilà, de se pardonner ses propres imperfections, hein, face à ce moi idéal que chacun veut atteindre. Le super moi, super fort, super intelligent, super beau, adoré de tous, celui qui est le reflet de l'amour propre dont nous parle Rousseau. Bon, qu'est-ce que j'allais dire? Désolée, hein, je perds mes pensées comme c'est en freestyle. Bref.
oui, voilà, cette nécessité donc de se pardonner à soi-même. Mais le problème, c'est que c'est dur de se pardonner à soi-même. C'est très très dur. Et de quel droit on se pardonnerait à soi-même? En fait, le meilleur moyen justement de légitimer le fait de se pardonner à soi-même, parce que voilà, un mec, on pourrait dire ah bah le mec il a violé un enfant, bon bah il s'est pardonné à lui-même, tout va bien. Non non, euh, ce serait voilà déjà justement de prendre voilà la mesure de l'imperfection humaine, le fait que voilà autrui se trompe et autant que moi, et on est tous, comme nous dit Socrate, quand il nous dit nul ne commet le mal volontairement, ça signifie, à mon sens, hein, pour moi, à ce moment-là, il nous dit mais on est tous des gentils crétins, et moi le premier. Et, euh, et on fait ce qu'on peut, hein, on fait ce qu'on peut, mais au final, ouais, on est tous des gentils crétins, et on se fait du mal les uns les autres, pas par méchanceté, mais par crétinerie. Et il y a une vraie dimension là-dedans qui rend la quête de connaissances, qui fait de la quête de connaissances un devoir moral. Parce que plus on étend ses connaissances, plus à plein de visions différentes, et plus justement on acquiert malgré nous cette idée que, bah oui, effectivement, la vérité, elle sort souvent d'un flot de bêtises, et là-dessus on en est tous au même point, que ce soit le mec lambda dans la rue qui bosse dans une usine, ou le grand intellectuel. Euh, voilà, on a tous nos schèmes, nos illusions, mais on arrive tous, dans une certaine mesure, à cerner la vérité. Euh, la différence, c'est que chez un intellectuel, souvent, ça sera plus conscientisé. Et voilà. Mais voilà, plus on peut avoir du recul. Bon. Et c'est extrêmement important d'être capable de pardonner les fautes d'autrui, parce que justement ça légitimise derrière le fait qu'on se pardonne à soi-même, parce que ça offre la possibilité de se dire bon ok, de manière générale je suis cool avec les gens qui peuvent déraper. Par exemple, je sais pas, vous avez un ami qui un jour est de mauvaise humeur, et du coup comme il est de mauvaise humeur, il va activer ses défenses et ça va le rendre casse-pied ou agressif ou quoi. Et en fait le fait d'être capable, voilà, donc comment faire pour pardonner à autrui, ça implique de solliciter son empathie. Le fait d'être capable de se mettre à la place de cet autre et de se dire et moi, si c'était moi qui étais dans cette situation, dans une certaine mesure, est-ce que je réagirais comme ça? Mais juste se projeter soi-même avec ses propres mécanismes, c'est une erreur, c'est une illusion, parce que là en fait c'est se projeter. C'est pas accepter l'autre dans sa différence. Quand je dis se mettre à la place d'autrui, c'est essayer justement de comprendre vis-à-vis de son enfance, enfin bref, tout ce qu'il a pu vivre, justement de ses propres schèmes, etc. Et de se dire voilà, si moi-même j'avais les propres schèmes, est-ce que je réagirais pas exactement de la même manière? C'est reconnaître un peu ce déterminisme, ça fait du bien, hein, ne pas se prendre pour un être non plus entièrement libre. Hein. Faut accepter qu'on a des déterminations. Mais je sens que cette vidéo part un peu en cacahuète. Désolée pour le freestyle. Et il fallait que ça sorte, donc il fallait que je partage ça. Donc merci d'être là. Voilà, donc pour moi, voilà, c'est voilà, pour pouvoir pardonner à autrui, il faut être capable justement de cette empathie, de cette pitié naturelle dont nous parle Rousseau, qui est absolument magnifique, et qui va faire la pitié naturelle, c'est la répugnance innée à voir la souffrance d'autrui, parce que c'est comme si on nous la faisait à nous, d'accord? C'est ce qui va faire que quand vous allez regarder un film un peu violent, vous allez fermer les yeux, c'est presque comme si on vous le faisait à vous-même, donc là, bravo Rousseau, oh yeah. Bref, mais j'adore Rousseau. Voilà, donc il y a cette nécessité d'être capable en fait de se mettre à la place de l'autre, et pour ça implique d'accepter que l'autre est autre en fait, et que c'est beau qu'il soit autre, même si parfois ça le rend casse-pied ou qu'il peut vous faire du mal ou ce genre de choses, parce que soi-même, justement, quand ça nous arrive d'être pas bien ou de faire preuve d'agressivité ou de ne pas être à la hauteur de ses propres espérances ou ce genre de choses, ça nous permet aussi de se dire c'est pas grave. C'est pas grave, c'est ça être un être humain. C'est ça. Et la perfection, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Et c'est ça qui fait aussi que le monde est beau. Voilà. Et voilà. Je pense que moi, je vais m'arrêter là. Je voulais vous partager cette idée. Et qu'à l'inverse, non, je vais pas m'arrêter là. Je voulais terminer sur cette idée-là, que à l'inverse, quelqu'un qui va pas être capable de pardonner à autrui, en fait, une fois qu'il se rend compte qu'il est confronté à son propre manque de perfection, en fait, c'est insupportable. Et du coup, quel va être le mécanisme de défense? Ça va être le déni. Et à cause de ça,
en fait, parce que la personne ne va pas être capable d'affronter sereinement ses propres imperfections, donc il faut le nier ou le projeter sur l'autre, ou voilà, donc il va y avoir des mécanismes de clivage ou de victimisation pour rendre la chose supportable. Euh, euh, Or, justement, appliquer cette psychologie-là, en fait, cultiver la psychologie que je propose, je pense que ça peut permettre, voilà, pour déjà, avant tout, vous, mes amis névrosés, qui vous auto-flagellez comme moi à cause de votre conscience morale, ça peut vous aider justement à mieux vous vivre. Voilà. Et je pense même que, enfin là, comme moi, je fais partie de ces gens qui pensent qu'on a tous, voilà, je trouve que c'est vrai hein, de dire qu'on a tous un noyau pervers, même en névrosé justement, et que il y a pas tant un espèce justement de clivage entre le pervers et le non pervers, mais il y a tout un tas de degrés. Et je pense que voilà, certaines figures qui auraient des tendances perverses peuvent tout à fait se névrotiser à condition de cultiver la bonne philosophie, entre guillemets. Et que voilà, de même qu'un névrosé, il peut se pervertir en fonction des situations. Donc voilà, donc je pense que cette vision, elle est saine, qu'il faut pardonner justement, pardonne-nous. Pardonnez-vous mes amis et pardonnez à vos amis de bonne foi, soyez pas susceptibles, voilà. Luttez contre votre propre susceptibilité, pardonnez de bon cœur tout en maintenant vos limites. C'est aussi l'avantage, c'est que quand on se pardonne soi-même, on se pardonne aussi à un moment d'avoir des mécanismes de défense. Voilà, justement, dans une situation, de ne pas avoir forcément réagi de façon très sage, parce que dans cette situation, il fallait libérer l'enfant rebelle, c'était votre seule option, hein, étant donné votre façon d'être. Et que, au final, c'est pas forcément une mauvaise chose. Et voilà, et que ça peut tout autant arriver aux autres. Donc, voilà, chers amis, que vous soyez pervers ou névrosés, je sais pas ce qu'il en est du schizophrène, c'est ce que je connais moins bien, je connais presque rien de la schizophrénie. Mais voilà, dans tous les cas, schizophrène aussi, pardonnez-vous, parce que c'est pas de votre faute d'être ce que vous êtes à la base. Et pardonnez-vous justement pour être en mesure de vous prendre en main et de devenir ce que vous voulez devenir. Et de quêter, de gagner, de crapiller un peu plus de bonheur chaque jour. Voilà. Ambiance éthique des vertus. Bref, big up Aristote. Voilà. Bon, salut les philosophes, je m'arrête là.